Merci à ceux qui ne sont pas allés regarder le match de foot, c'est sympa. J'hésitais à le mettre sur un coin d'écran, mais je suis pas sûr que j'ai le droit. Pour démarrer, j'aimerais que vous imaginiez que vous êtes un bûcheron, peut-être que certains le sont en plus, et il se trouve que vous êtes un bon bûcheron. Ça fait potentiellement des années que vous bûcheronnez, vous coupez du bois à la hache. Et puis un jour, vous parlez avec un autre bûcheron qui vous parle de ce nouvel outil qui, pour lui, a changé la façon de travailler. Il dit que depuis qu'il a cet outil, il est plus productif, son travail est plus agréable. Et il vous parle d'une tronçonneuse, du coup. Donc vous rentrez chez vous, et évidemment, vous achetez ce fameux outil magique, et le lendemain, vous attaquez, vous arrivez devant le premier arbre, prenez la tronçonneuse comme ça, à pleine main, et bam, vous commencez à taper un grand coup dans l'arbre. Tapez une fois, deux fois, trois fois. Vous dites, pour l'instant, c'est pas génial, mais je vais continuer. Ça se trouve, c'est juste le temps de m'y habituer. Puis au bout de 10-20 minutes, vous êtes sûrement transpirant. Moi, je le suis. Et vous dites, soit cet outil n'est pas fait pour moi, soit finalement, l'autre m'a raconté des cracks et en fait, c'est un outil qui est pourri. En fait, non, l'outil, il n'est pas pourri, et il est, enfin, mieux ou moins bien, c'est un autre débat, mais cet outil, surtout, vous n'avez pas appris comment l'utiliser. Tant qu'on n'a pas appris comment utiliser l'outil, parce que ça ne s'utilise pas comme une hache, ça va pas être intéressant. J'aime beaucoup cette métaphore parce que moi, la première fois que j'ai appris la programmation fonctionnelle, c'est à peu près ce qui s'est passé. Historiquement, j'étais un dev objet, et quand on m'a parlé les premières fois de prog fonctionnel, on m'a dit que c'était génial. Du coup, j'ai téléchargé, peu importe le langage, et j'ai commencé à essayer de coder dedans. Et j'ai eu la même frustration que si j'avais tapé avec une tronçonneuse dans un tronc d'arbre. C'était très frustrant, j'étais moins productif, et j'ai pas vu la valeur ajoutée. Cette métaphore, elle vient de ce bouquin. Si vous avez envie de vous mettre à la programmation fonctionnelle, je vous le recommande. Il est vraiment, vraiment intéressant. Il prend des exemples de Java, Clojure, Groovy, pour montrer que c'est pas vrai. Enfin, le langage, c'est qu'un support, et c'est vraiment la façon d'aborder, c'est l'état d'esprit qui est intéressante. Donc moi, je m'appelle Julien, je suis développeur depuis 2 ans et quelques chez Decathlon. Et du coup, j'avais envie de parler de comment basculer de cette programmation objet à la programmation fonctionnelle via Java. J'ai mis Java 7 parce que c'était la dernière version de Java pour faire de la programmation objet obligatoirement. Et du coup, je vais d'abord, dans un premier temps, parler de la programmation fonctionnelle en Java, ce qui est possible. Je vais pas mal parler aussi de Vaver, qui est une librairie Java qui apporte énormément de nouvelles choses, fortement inspirée de Scala. Et dans un deuxième temps, je vous propose de faire un live coding, où j'ai une application en Java objet traditionnel, on va dire, et je vais montrer comment je la migre petit à petit en programmation fonctionnelle. Pour cette partie théorique, je vous propose d'abord de rappeler tout ce qui est fonction, lambda, méthode référence. Je le fais parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde comment ça se manifeste en Java. Ensuite, je vais aborder rapidement tout ce qui est collection immutable. Et je vais finir par vraiment Vaver, la librairie Vaver. Ce qu'elle apporte et les types les plus importants, les plus intéressants, ceux qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours. Et évidemment, un live coding. C'est parti pour fonctions lambda et compagnie. Donc déjà, qu'est-ce qu'une fonction ? Je passe très rapidement, je me dis que sûrement ça vous parle. Une fonction, ça vient quand même des mathématiques, non ? Je pense qu'on l'a tous fait dans la salle. Vous savez, c'est ces fameux trucs qui transforment un truc en un autre truc. Et j'aime beaucoup le mot transformer. C'est pas quelque chose qui mute. On mute pas le nombre 2, par exemple. Et du coup, très vite, la question à se poser, je me suis rendu compte qu'en fait, la réponse n'était pas triviale, c'est qu'est-ce qu'une fonction en Java ? Si vous avez fait du Java, vous allez probablement commencer par répondre que c'est une méthode. Effectivement, ça ressemble énormément à une fonction parce que on a bien des trucs d'entrée, on a des trucs de sortie, donc on se dit que dans l'ensemble, ça ressemble bien à ce qu'on avait vu à l'école. Il y a quand même un souci en termes de praticité du langage,
c'est que je ne peux pas passer cette méthode hello en paramètre à une autre méthode. On parle de citoyens de première classe, de first class citizen. En Java, les fonctions ne sont pas des citoyens de première classe. Et du coup, ça peut être vite pénible. Parce qu'en fait, passer des fonctions en paramètre à d'autres fonctions, on s'est rendu compte que c'était hyper utile. On est dans un langage objet, ce qui arrive en général assez vite à l'esprit, c'est de dire, bah ok, mais donc il nous faut un objet, ouais. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'avoir un objet qui encapsule une méthode. Du coup, ça ressemble à ça. Donc j'ai bien ma classe anonyme, qui est un wrapper autour de la méthode qui m'intéresse. Mais il y a un souci, enfin, moi en tout cas un truc qui me gêne fort et qui gêne beaucoup de gens, c'est que déjà Java, on sait que c'est verbeux, on va pas se mentir, mais ça c'est la panacée du bruit, quoi. Donc on a un problème, enfin il y avait surtout un problème en Java, parce que en fait ce design c'était déjà utilisé par pas mal de librairies. Par exemple, c'était utilisé par Android. Du coup, il nous faudrait un sucre syntaxique, en fait un truc pour flinguer tout ce bruit qui est inutile, d'une classe anonyme qui implémente une interface fonctionnelle. Voilà, on va pas paniquer, on le fait par étapes. Une interface fonctionnelle, c'est un grand mot pour pas grand chose, c'est juste une interface avec une seule méthode abstraite. Là par exemple fonction, qui prend un type générique d'entrée et qui retourne un type générique de sortie. Une classe anonyme, bah on l'a vu tout à l'heure, ça ressemble à ça. En général, en Java, c'est assez connu. Bah voilà, c'est juste ça une lambda. La première fois qu'on m'a parlé de lambda, j'ai l'impression que c'était un gros truc mathématique ultra complexe, ultra poutre. En fait, c'est juste ça. Enfin, pour Java, c'est juste du sucre syntaxique autour de la classe anonyme d'une interface fonctionnelle. Et du coup, ça s'écrit comme ça. Donc là, toutes les flèches rouges que j'avais tout à l'heure ont disparu, et on a presque plus de bruit. Il y en a un peu parce qu'on est en Java quand même, donc il y a un certain standing à respecter. Ensuite, la référence de méthode. Donc maintenant, la lambda, ça va à peu près, c'est un gros sucre syntaxique pour porter une fonction via un objet en Java. La méthode référence, en général, on comprend vite ce que c'est. Par contre, l'intérêt, on met un peu plus de temps. Du coup, j'aime bien repartir des mathématiques. En mathématiques, si je vous demande de résoudre cette équation, alors peut-être que tout n'y arrivera pas, peut-être que tout n'aura pas le même résultat, mais je suis à peu près sûr que tout le monde va faire la première étape de la même manière. Je pense que tout le monde va commencer par faire ça, dans sa tête ou sur un papier. Pour arriver à ça, pour ceux qui ont raté les maths il y a un moment. Pourquoi on fait ça en fait? Parce que résoudre 2x égale 2y plus 14, c'était tout à fait valide et on aurait très bien pu résoudre l'équation comme ça. Pourtant on le fait et on enlève du coup ce facteur commun des deux côtés, parce que c'est plus facile pour nous, pour les humains, pour les humains de réfléchir. Et du coup on enlève du bruit accessoirement, donc c'est double bonus. J'aime bien ce parallèle parce que c'est un peu la même idée, en tout cas je trouve que ça aide à comprendre. Si j'ai une lambda, du coup une fonction, qui prend un paramètre et qui ne fait que le passer en paramètre à une autre fonction, une autre méthode, bah en fait, ça sert à rien de parler de ce paramètre, ça sert à rien de parler de cet argument. Finalement, je peux diviser à gauche et à droite pour finalement ne garder que le nom de la fonction. C'est peut-être pas toujours évident pour tout le monde, mais en gros, une fonction qui nous dit je prends un paramètre pour le passer à une autre fonction, autant parler directement de cette fonction. Donc finalement, quand j'ai un nom de méthode, il suffirait de directement marquer le nom de la méthode plutôt qu'une lambda. Oui, mais on est en Java, il y a un historique, en général on essaie d'être backward compatible. Une classe comme ça, c'est tout à fait légal, ça l'a été pendant très longtemps. Donc j'ai tout à fait le droit d'avoir un champ et une méthode qui ont le même nom. Du coup, quand je dis foo, c'est quoi? Pour résoudre ça, le point, je pense que tout le monde le connaît, pour faire référence à un champ. Et du coup, ce qu'ils ont fait à partir de Java 8, c'est juste de dire point, deux points, pardon. C'est pour faire référence à la méthode. Donc le point fait référence au champ et deux points fait référence à la méthode. Donc ce ABC deux points foo, c'est ça la méthode référence, la référence à la méthode foo. Ça c'était la partie un peu Java 8 pure. Maintenant on va parler de collection immutable. En général c'est le premier point de douleur. Donc en Java les collections sont mutables. Je pense pas que ce soit un scoop pour grand monde.
Donc là, j'ai un exemple de code avec une liste avec 3 prénoms en entrée. Je passe cette liste dans 5 méthodes différentes et à la fin, je retourne ma liste. Et là, si vous avez déjà fait du Java, il peut se passer absolument n'importe quoi. J'ai aucune idée de ce que j'en sortis. Je peux très bien avoir une liste vide. Je peux très bien avoir une liste de 1 milliard d'éléments. Je peux très bien n'avoir aucun élément du point de départ. À chaque fois, moi, en tout cas, quand j'ai fait du Java, c'était toujours les plus gros what the fuck pour comprendre ce qui se passe. Parce que là, du coup, j'ai pas le choix. Si ma liste, elle a pas la bonne tronche en sortie, faut que j'aille au moins regarder la méthode, voir débugger dans chaque méthode et peut-être dans chaque sous-méthode. Et je vais peut-être me retrouver à naviguer dans 500 méthodes différentes pour comprendre ce qui se passe et ou résoudre la root cause. Qu'est-ce que ça change d'avoir des collections immutables? Donc là, par exemple, Vaver fournit des collections immutables, mais il y a d'autres moyens de le faire. Là, on voit que les collections immutables, qu'on a maintenant des mutations explicites. Vu que je peux pas modifier... Alors, pardon. Liste, ici, c'est plus la liste de Java, c'est bien la liste de Vaver. C'est le même nom, mais c'est pas du tout la même classe. Là, maintenant, j'ai une liste Vaver. Elle est immutable. Donc, en fait, il n'y a même pas de méthode qui permette de muter le truc. Maintenant, je la passe en paramètre à mes 2 premières méthodes, mais c'est complètement safe. Je suis sûr, je suis garanti qu'il n'y aura pas de mutation. Et par contre, on voit qu'à 2 endroits, il y a un symbole égal, il y a un assignement à une nouvelle variable. Donc maintenant, mes mutations sont complètement explicites. Quand j'arrive dans le code, au premier coup d'œil, je sais exactement où il y a de la modif, et je sais exactement où il y a de la lecture. Quand je passe ma liste en paramètres, c'est que quelqu'un a besoin de la lire. Quand je réassigne à une nouvelle variable, c'est qu'il y a eu de l'écriture. Donc là, pour l'instant, on a commencé un petit peu à toucher du doigt Vaver. Donc j'invite nous amener tout ce qui est un peu plus fonction, lambda. Vaver, là, pour l'instant, nous a apporté des collections immutables. En fait, il y a plein d'autres types qui sont vraiment cool en Vaver. Le premier, c'est l'option. Donc l'option, en général, quand on commence un langage fonctionnel, très vite on nous parle de ça. En Java, c'est arrivé sur le tard. Ça ressemble beaucoup à l'optional de Java, d'ailleurs, mais ça, c'est bien une option de Vaver. L'idée de l'option, c'est de dire, c'est une boîte qui contient soit rien, soit un truc. Là, j'ai un exemple de code, load_data, c'est une API que j'appelle, qui me retourne une string, et moi, dans mon code métier, j'ai besoin de cette chaîne de caractères. Par exemple, pour voir si la longueur est paire. Et puis un jour, ça pète... alors, si j'ai de la chance, au runtime sur ma machine de dev, si je rends pas de pause, ça pète dans un an en prod. Un jour, ça pète parce qu'en fait, on s'est pris une null pointer exception. Du coup, on commence par faire un fixe comme ça. Enfin, je pense qu'on a tous écrit des if nuls ou des if différents de nuls. Et là, par exemple, le cas par défaut, on a envie de retourner false. Mais là, il y a un gros souci de fond sur cet exemple. C'est que si le développeur n'a pas été assez rigoureux ou n'a pas pensé à aller lire la Javadoc pour voir est-ce que ça peut retourner nul, bah en fait, on perd. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas appuyé sur le compilateur. Le compilateur, c'est pas juste un truc chiant qui nous embête dès qu'on a oublié un point-virgule. L'idée du compilateur, c'est bien de nous aider à résoudre les problèmes et de les détecter avec la boucle de feedback la plus rapide possible. Là, il n'a pas pu parce que le nul, c'est un peu un poison de Java. Du coup, si j'utilisais une option à la place. En général, quand on découvre les options en Java, Scala, les options de Java, on commence par réécrire le code comme ça. C'est-à-dire, le truc qui est sympa, c'est que maintenant, ma méthode load_data retourne plus une string, qui peut être nulle, elle retourne une option de string. L'avantage, c'est que l'option, soit elle est vide, soit elle est pas vide, mais si elle est pas vide, ça peut pas être nul dedans. Ça, par contre, c'est une garantie. Et dans mon code métier, du coup, je vérifie si elle est vide ou pas, via le isDefine, et si jamais elle est pas vide, je l'extrais avec get. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette fois, c'est le compilateur qui m'empêche de me tirer une balle dans le pied. C'est quand même plutôt un truc sympa. Par contre, il y a un autre truc qui me gêne maintenant, c'est que c'est assez verbeux. Encore une fois, Java est déjà assez verbeux, on n'avait pas besoin d'en remettre. Là, j'ai 5 lignes de code, alors que si je vous explique ce que je voulais faire dans cette méthode, je voulais charger la donnée. Si jamais la donnée était bonne, je voulais appliquer mon truc métier, isEven, blablabla. Si jamais la donnée était vide, j'ai envie de retourner false. Donc si j'ai besoin de 3 phrases pour vous expliquer ce que je veux faire, j'ai besoin de 3 lignes de code pour vous montrer ce que je veux faire. Ça sert à ça le code, à montrer aux autres ce qu'on voulait faire.
Du coup, une fois qu'on commence à avoir l'habitude, on écrit plutôt du code comme ça. Et en fait, on se rapproche de plus en plus de la programmation fonctionnelle. Donc là, c'est le même code, ça fait la même chose, mais j'ai 3 lignes. Chaque ligne exprime une intention. D'abord, je charge la donnée. Ensuite, map permet de dire, donne-moi une fonction, et si jamais mon truc est pas vide, j'appliquerai cette fonction sur ce qui est à l'intérieur, et je retournerai une nouvelle option. Et la dernière ligne dit, et le cas par défaut, autrement dit, si c'était vide, à la place, je te retourne la valeur par défaut, par exemple false. Donc là, le compilateur me protège de n'importe quelle erreur. J'ai 3 lignes qui représentent les 3 idées de mon algorithme, je pense que c'est plutôt pas mal. Iver, je vais passer plutôt rapidement sur celui-là, c'est une sorte de généralisation de l'option, c'est-à-dire c'est un conteneur qui contient soit un truc, soit un autre. Là où l'option c'est soit un truc, soit rien, c'est un cas un peu plus général, assez pratique aussi, où on parle de chat Schrödinger. Le try. En Java, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des exceptions, souvent passionnantes, du genre les null pointer exception, mais il y en a plein d'autres, ils ont pensé à tout. Là, j'ai un exemple de code Java traditionnel, on va dire, avec du try-catch. Je n'ai pas fait de finally, mais c'est la même idée. J'aime pas trop ce genre de code. Alors, pardon. Ouais, c'est bon, on voit bien. Donc là, par exemple, j'ai une méthode qui peut péter une exception qui retourne un end si tout va bien. Et là, en fait, je trouve que c'est déjà pas facile à lire. J'arrive sur ce code et je vois, bon, alors, ok, je fais un appel ici. J'imagine c'est celui-là qui peut péter. J'ai envie de loguer, j'ai envie de manipuler mon résultat si c'était bon. Si jamais l'exception était type illegal state, je vais faire une recovery particulière. Si jamais c'était n'importe quelle autre exception, je vais faire une autre recovery. Je trouve que c'est pas très explicite. Pardon. Maintenant, la même chose réécrite avec Vaver. Donc Vaver fournit une classe try. Pareil, c'est un peu la même idée que l'option, c'est dire soit ça s'est bien passé, je contiens ton objet. Par contre, dans le cas où ça s'est pas bien passé, au lieu que ce soit vide, ça contient un throwable, une exception de ce qui s'est mal passé. Donc là, la même chose avec les try et Vaver. Donc je commence par englober ma méthode qui peut péter dans un try, le Vaver. Et là, après, j'ai toute une panoplie de méthodes beaucoup plus explicites sur ce que j'essaye de faire. Pick, en anglais, ça veut dire jeter un œil. Donc si jamais c'est bien passé, je vais jeter un œil à l'intérieur. Map, qui veut dire, on l'a vu c'est comme pour les options, dans le cas où ça s'est bien passé, le cas de droite, je vais appliquer une transformation. J'ai recover, qui, comme son nom l'indique, sert à faire du recovery. Après, j'ai le unfailure, qui me sert à dire, dans le cas où ça s'est pas bien passé, je peux regarder le truc qui s'est pas bien passé, donc le throwable. Et enfin, le get or else, qui sert à dire, et le cas par défaut, tu fais ça, si jamais ça avait pété. Enfin, le pattern matching, que j'ai vraiment appris à aimer, alors que j'avais pas du tout bité au début en prog fonctionnel. J'aime bien ce dessin parce que je trouve que ça représente vraiment ce que fait le pattern matching, et il n'y a pas vraiment d'équivalent en Java. C'est de dire, selon la forme de mon objet, j'ai envie de le faire rentrer à différents endroits. Autrement dit, j'ai envie de faire des trucs différents. Ce qui s'en rapproche le plus en Java, c'est d'enchaîner des if, else if, else if. Donc là, j'ai du code, donc j'ai une méthode pour récupérer un pseudo, getNickname. C'est déjà un peu plus propre parce que ça me retourne une option, donc peut-être que j'ai pas de pseudo. Et là, dans mon implémentation naïve, on va dire, j'invoque cette méthode et me demandez pas pourquoi. Si l'option est vide, autrement dit, si on n'a pas réussi à charger le pseudo, on a envie de retourner une string d'erreur. Si jamais j'ai réussi à récupérer le pseudo, mais que c'est une chaîne de caractères vide, j'ai un deuxième processing, j'ai envie de retourner empty entre chevrons. Et si jamais et si jamais il y a un pseudo et qu'il n'est pas vide, j'ai envie, par exemple, d'enlever le premier caractère. Peut-être un caractère technique. Là, voir qu'il y a 3 scénarios possibles. Avec les returns, ça se fait, mais si j'avais déclaré une variable, ça aurait été peut-être pas facile d'identifier. Et dans tous les cas, ça fait encore une fois beaucoup de lignes de code. Là où ce que je vous ai dit, c'est il y a 3 cas, donc il y a 4 phrases. Charger la donnée et ensuite gérer les 3 cas. Avec du pattern matching, avec Vaver, ça peut se réécrire comme ça. Donc d'abord, on dit je vais matcher sur l'objet dont la forme nous intéresse. Et après, j'énonce les différents cas possibles. Donc le premier cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors none et sum, j'en avais pas parlé. Du coup, option, je vous ai dit, soit vide, soit c'est pas vide. Quand c'est vide, on dit que c'est un none, et quand c'est pas vide, on dit que c'est un sum. Ça contient quelque chose. Les dollars, par exemple, $none, ce sont des patterns fournis de base par Vaver. Donc $none, ça sert à matcher que c'est de type none.
Donc là, ça se lit comme ça. Le premier cas de figure possible, si jamais l'option était vide, tu fais ce qui est écrit à côté. Deuxième cas de figure, c'est un somme, donc l'option n'était pas vide, mais en plus, ce qu'il y a à l'intérieur match le pattern string is empty. Donc si jamais la chaîne de caractères intérieure est vide, je fais ce deuxième processing. Et enfin, le cas général, on voit le $ parenthèse parenthèse, c'est un peu comme le underscore dans pas mal de langages, c'est-à-dire le cas par défaut qui matche tout. Alors j'applique ma règle métier dans 20 caractères. En vrai, dans Vaver, il y a pas mal de... Ah, pardon, Peter, il y a la souris. En vrai, dans Vaver, il y a pas mal d'autres choses. Par exemple, il y a lazy qui sert à faire de l'initialisation feignante. Future, qui remplace les futures de Java et qui fournit une API plus riche avec beaucoup plus de méthodes sympas. La validation, qui sert à valider par exemple des champs individuels, et si tous les champs sont valides, je peux construire un nouvel objet. Si jamais il y en a un ou plusieurs qui sont pas valides, ça me retourne une liste d'erreurs. Et là, les deux trucs vraiment cool avec Vaver, c'est que d'abord, ça s'intègre sans aucun travail avec Jackson. Donc Jackson, c'est tout ce qui est sérialisation, désérialisation de JSON. Il n'y a pas de travail supplémentaire pour quand on a nos modèles en Vaver pour manipuler du JSON en entrée ou en sortie. Et le deuxième truc cool, c'est que Spring parle plus que couramment Vaver, ça comprend parfaitement Vaver. Quand je dis Spring, j'insiste bien sur Spring, donc toute la stack, que ce soit du Spring Web pour tout ce qui est exposition d'API, ou Spring Data pour tout ce qui est branchement sur mes bases de données. Il y a plein d'autres trucs, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, je vous invite à aller creuser par vous-même, c'est assez intéressant comme librairie. Donc maintenant, on va passer au live coding. C'est le moment où tout fout le camp. Alors. Donc, j'ai une... Ça va, on voit bien, c'est pas trop... Ça va comme ça? Ouais. Alors, j'ai une application. Non, c'était pas ça que je voulais faire. J'ai une application, là je l'ai déjà démarrée. Donc aujourd'hui, j'expose une API avec deux endpoints. Le premier qui me retourne la liste de tous mes utilisateurs. Donc quand je l'appelle, ça me retourne. Donc là, on voit que j'ai... Ouais, c'est bon? Ça va pour vous? Comme ça? Donc on voit que j'ai un user, évidemment je suis chez Decathlon, donc des sports quoi. Donc il a une liste de sports, il a une liste d'amis, et évidemment il y a user 2, user 3, qui eux sont vachement plus sportifs. C'est ma première API, c'est cool. Ma deuxième API, qui elle est une API plus complexe, on va dire, où le but c'est, je prends le login d'un user en paramètre d'entrée, et j'ai envie de récupérer la liste des sports de ses amis. Évidemment, ce sont doublons et par ordre alphabétique pour que ce soit plus facile à manipuler. Donc là, par exemple, si je tape user 1, donc là, on voit que c'est bien l'union des sports de user 2 et user 3, surtout si vous avez bonne mémoire. Et c'est par ordre alphabétique et il n'y a pas de doublons. C'est plutôt cool. Alors, au passage, on voit que si je tape un pseudo bidon, ça me retourne une liste vide. Voilà, c'est tout pour la partie API REST, enfin plus ou moins REST. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu le code et d'essayer de le migrer en programmation fonctionnelle. Donc ça, c'est l'implémentation de la méthode qui retourne tous les utilisateurs. Et ça, c'est l'implémentation de la méthode qui fait tout ce que je vous ai dit. Les sports, des amis, sans doublon, blablabla. En général, le moyen le plus... Alors, ouais, pardon, je vais peut-être quand même vous familiariser un peu plus avec mon appli. Donc ça, c'était le contrôleur, la partie où il y a la logique. Après, j'ai des modèles d'un sport et d'un user. J'ai des repositories Spring Data pour pomper dans la base de données. Et j'ai un user TO, la petite subtilité. Ici, mon API qui retourne des utilisateurs ne retourne pas une liste de users directement, une liste de user TO. Le user transfer object, c'est comme un user, sauf qu'au lieu de retourner une liste de users pour ses amis, ça retourne la liste des logins, pour pas avoir des boucles infinies dans mon JSON. Allez, c'est parti. Donc d'abord, on attaque par probablement le truc le plus tricky. Donc ça, c'est le modèle de mon user. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'il a un login, une liste de sports et une liste de users d'amis. Donc je vous ai dit, Spring parle très très bien Vaver. Par contre, par contre, JPA, c'est pas tout à fait la même salle, la même ambiance. JPA part du principe que tout est mutable dans la vie. Donc en fait, j'utilise un trick, tout le monde utilise le même trick. Vu que JPA fait de l'introspection, en fait,
on va, sur les champs, tout petit peu subtil, sur les champs, on va les laisser avec des modèles mutables, donc avec des listes Java. Et par contre, toutes mes méthodes qui exposent le modèle au reste du monde, donc par exemple mes getters, setters et compagnie, eux, ils vont bien exposer ou consommer des listes Vaver. Comme ça, tout le reste de mon application a l'impression que c'est du Vaver, tout est beau. Et sous le capot, JPA, par contre, il peut quand même continuer à travailler. Désolé, c'est la seule partie un peu tricky à cause de JPA. On aime ou on n'aime pas. Donc là, du coup, je vais mettre le full qualified name des listes Java sur mes champs, parce qu'ensuite, je vais virer cet import, et maintenant, je vais importer la liste de Vaver. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Vaver et Java, des fois, il y a des noms qui sont les mêmes, genre liste, mais il n'y a pas genre d'héritage. La liste Vaver n'implémente pas du tout l'interface liste Java. Donc là, c'est parti. Maintenant, mes getters, du coup, je les ai tapés explicitement. Me retourne bien des listes Vaver, mais évidemment, vu que c'est pas la même chose, il faut que je fasse une conversion. Et là, c'est plutôt cool parce que Vaver fournit plein de facilités pour convertir depuis et vers les listes Java. Donc là, j'ai juste à taper list vaver.offAll de ma liste Java. Et voilà, ça me package dans une liste. L'autre subtilité, on va dire, souvent en Java objet, on utilise les setters pour aller faire de la mutation à l'intérieur de mon objet. Moi, j'utilise plutôt Wither, enfin Wiz de Lombok, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. En gros, pour faire simple, ce sont des setters, sauf qu'ils ne mutent pas l'objet, ils créent une nouvelle instance dans laquelle la valeur du champ est la nouvelle valeur. Donc là, je les ai implémentés explicitement. Évidemment, normalement, on utilise Lombok et on n'a pas besoin de se faire chier à générer tout ça. Donc là, de la même manière, les constructeurs, ils prennent des listes Java, et moi, ce que je reçois en paramètres d'entrée dans mes Wither, donc mes setters sans mutation, je reçois des listes Vaver. Donc, de la même manière, il faut juste faire tout Java list. Hop, c'est là. Donc voilà, j'ai fini de migrer le modèle user, c'était sûrement la partie la plus tricky, on va dire. Ensuite, mon modèle sport, j'ai pas de collection, donc ça va aller tout seul. Je vais maintenant faire la migration des repositories. Alors là, ça va être relativement accessible comme migration. Voilà, j'ai fini la migration de mon repository. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vu que Spring Data parle sans aucun souci le Vaver, il sait très bien que si c'est une liste Vaver, il va se débrouiller pour tout me retourner comme il faut sur mes requêtes. Tant que j'y suis, je vais aller voir l'autre repository, celui de sport, même migration. Et maintenant, on va attaquer la partie vraiment... Alors, pardon, j'ai pas l'habitude de ce display. On va attaquer la partie vraiment funky, on va dire, les contrôleurs, là où j'ai ma logique métier. Je sais que normalement, je devrais avoir du business et tout, mais c'est pour faire plus court. Avant de commencer, je sais pas vous, mais moi, la première fois où j'ai appris une langue étrangère, l'anglais, j'apprenais la traduction de chaque mot. Après, je faisais la phrase en français dans ma tête, je traduisais chaque mot, et j'avais l'impression que je parlais anglais juste en faisant ça. On sait que c'est pas exactement ça. Souvenez-vous de la hache et de la tronçonneuse, c'est pareil. Quand j'ai de la programmation objet, je peux pas traduire ligne à ligne si j'ai envie de le convertir en programmation fonctionnelle. Et vice-versa d'ailleurs. En général, moi, mon unité de migration, on va dire, c'est la méthode entière. Et plutôt qu'essayer de convertir ligne par ligne, je repars de quelle était l'intention de cette méthode. Et maintenant, je vais traduire cette intention, parce que l'intention, c'est toujours la même, je vais la traduire en programmation fonctionnelle. L'intention de ma méthode findAll, c'est de charger tous les utilisateurs en base de données, et pour chaque utilisateur, donc chaque user, le convertir en user.to, pour que mon API ait pas de trucs infinis. Si j'ai besoin de 2 phrases pour l'expliquer, j'ai besoin de 2 lignes de code. Pas plus, pas moins. Donc c'est parti. Je fais mon repository.findAll. Première phrase, première ligne de code. Et deuxièmement, je dois transformer chaque user.to chaque user en user.to. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse méthode map, qui sert à prendre une fonction de transformation et qui s'occupe de tout faire sous le capot. On n'a pas besoin de s'embêter à créer une liste vide, à itérer sur mon autre liste, à faire la transformation et muter ma deuxième liste. Donc là, si on regarde, est-ce que le compilateur peut m'aider? Pardon, j'ai juste pas passé les imports ici.
Là, si on regarde, le compilateur me dit, mais tu sais quoi, je peux t'aider. Je sais que tu as besoin d'une fonction qui prend en entrée un user et qui prend en sortie un user TO. Donc le compilateur fait de l'inférence et c'est exactement ce que je dois lui donner. Donc, en plus, je demande à mon IDE, comment est-ce que je peux implémenter un truc qui passe ça à la compilation? Il me dit, regarde, tu pourrais le faire sous forme de lambda qui prend un user et qui retourne un user TO. Donc je fais ça, j'ai un user en entrée, et il me faut un user TO. Donc là, c'est la méthode statique de user TO, .from user. Voilà, c'est fini. C'est quasiment fini, ça se voit moins sur le thème blanc, mais en gros, là, j'ai un warning de mon IDE qui me dit, souvenez-vous de tout à l'heure, tu sais que tu peux diviser par 2 à gauche et à droite. Finalement, tu as un user là, et tu fais que le passer à une autre méthode. Donc, il suffirait de faire référence à cette méthode from user. C'est ce que je fais, l'IDE sait tout faire pour nous de nos jours, c'est merveilleux. Et voilà, c'est fini. Donc déjà, j'ai moins de lignes de code. En général, on a entre 30 et 50% de lignes de code en moins, des fois 2 fois, 3 fois moins. Et chaque ligne de code représente bien une intention, une phrase pour expliquer l'algorithme. Tant que j'y suis, je vais quand même migrer le user TO, c'est l'avant-dernière classe. Donc là, il y a une petite subtilité. Souvenez-vous, ça utilise encore des listes Java pour l'instant. Donc ça, maintenant, on va utiliser des listes Vaver. On va changer nos imports. Et donc là, on revoit le pattern qu'on a vu tout à l'heure, où on fait une boucle for et on itère sur une liste. Et en fait, on prend une deuxième liste qu'on va muter en appliquant une transformation. Les mots, il y a toujours les mêmes mots, c'est toujours les mêmes idées, toujours les mêmes intentions qui reviennent finalement. Donc en fait, on va le faire différemment. Au passage, je ne sais pas si vous voyez là, l'avantage de la syntaxe user, moi j'aime bien parce que je trouve que c'est plus anglais en plus. On dit retourne un nouveau user TO avec ça comme login, avec ça comme sport, avec ça comme ami. On sait tout de suite ce qu'on passe, là où un constructeur, si on ne sait pas dans quel ordre sont les paramètres, ça peut être un peu chiant. Donc là, ce que j'ai en entrée, c'est la liste d'amis de mes... pardon, pas du... si, c'est ça. User.getFriends, et chaque ami qui est un user, il faut que je le convertisse en login. Autrement dit, juste que j'extrais son login. Encore une fois, on parle de transformation, de conversion. C'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent, finalement, c'est toujours les mêmes idées. Donc là, le compilateur me dit, si tu me passes une fonction qui prend un user et qui me retourne une string, c'est terminé. Ça tombe bien, cette string, on sait que c'est le login qu'on veut. Donc on a qu'à dire, par exemple, qui a friend retourne, hop là, friend.getLogin. Voilà, c'est fini. J'ai plus besoin de cette boucle for. Du coup, j'ai même plus besoin, je peux inliner. Et là, au passage, l'IDE me dit encore une fois, tu sais que tu peux diviser par 2 à gauche et à droite. Tu as ton ami, tu fais qu'invoquer la méthode dessus, ça sert à rien. Fais directement référence à la méthode getLogin. Voilà. Ça se lit comme prends les amis de mon utilisateur et pour chacun, applique cette transformation getLogin. On retourne sur notre contrôleur. Voilà. Donc, j'ai terminé pour ma première API. Il me reste une. Ça va sur le chrono? Ouais. Il me reste la deuxième API, celle qui est un peu plus poutre. Donc c'est parti. Là, vu que maintenant vous êtes à l'aise avec les listes de Vaver, là je vais utiliser une liste, pas besoin de vous embrouiller avec plein de types différents. Souvenez-vous, on ne traduit pas mot à mot en anglais, donc là on va essayer de faire un peu pareil. Je garde ça dans un coin quand même, ça peut être utile. Donc je rappelle, cette API, ce qu'elle fait, c'est qu'à partir du user qu'on m'a donné en entrée, je vais chercher ses amis. Pour chaque ami, je vais chercher ses sports. Je vais enlever les doublons et je vais ordonner par ordre alphabétique. Oui, pardon. Je vais charger l'utilisateur, je vais prendre ses amis, je vais prendre les sports, j'enlève les doublons et je vais ordonner par ordre alphabétique. Donc j'ai 5 phrases pour l'expliquer à voix haute, donc j'ai besoin de 5 lignes de code et pas plus. S'il y en a plus, c'est qu'il y a du bruit. Bah, encore une fois, c'est parti. Première étape, je vais chercher l'utilisateur en base de données. Là, vous vous dites peut-être, attention, parce qu'on a du user input, donc maintenant ça peut être absolument n'importe quoi. Ça peut être la fête du slip. Je ne sais pas si vous me voyez venir avec mes gros sabots. Aujourd'hui, ça me retourne un user qui peut être nul. Et si on retournait plutôt une option. Comme ça, maintenant, c'est à la compilation qu'on va voir que, attention, il y a un deuxième cas de figure à gérer. Donc ça, si on regarde, c'est bien une option de user. Et maintenant, je suis obligé de tout de suite penser au problème. Et au passage, Spring Data dit, c'est pas grave si tu me dis que c'est une option de quelque chose en retour. Si jamais j'en ai pas, je te mettrai une option vide. Il m'aide. Donc ça, c'est une option
j'ai envie de la convertir en liste pour faciliter mon processing après, vu que je dois retourner une liste. Donc là, je vais le convertir en liste. Finalement, une option, on peut dire que c'est une liste qui contient soit 0, soit un élément. Donc c'est une conversion qui vient vite à l'esprit. La deuxième étape de mon algorithme, on a dit, c'est de récupérer ses amis. Donc finalement, c'est une transformation. À partir de mon utilisateur, je veux ses amis. C'est toujours map qui nous vient facilement à l'esprit. Donc là, on fait qui a user associe user.getFriends. Par contre, subtilité, c'est que vu que j'avais une liste en entrée, et que chaque élément de ma liste me retourne une liste, je vais avoir une liste de listes. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste la liste des amis remise à plat. On veut pas une liste avec un élément qui contienne une liste des amis. Par contre, on a du pot parce qu'il y a des gens plutôt intelligents qui ont déjà pensé à ce genre de cas de figure. Et en fait, c'est un problème ou un besoin qui arrive assez souvent, finalement. Du coup, il existe une méthode qui s'appelle flatMap, qui représente plutôt bien. D'abord, on map, on fait une transformation, et après, on flatte, on remet à plat. Donc, en fait, on pète un étage. Au lieu d'avoir une liste de quelque chose, on a juste une liste. Donc là, je vérifie quand même, juste pour être sûr. Et effectivement, ça m'a bien, maintenant, c'est bien une liste de users, donc c'est la liste des amis, ce que j'ai. Ça, c'est cool. Au passage, l'IDE me dit que tu peux encore diviser par 2 à gauche et à droite, donc je divise par 2. Maintenant, j'ai une liste d'amis. Ce qu'il me faut, c'est, pour chaque ami, il faut que je retrouve sa liste de sport. Encore une fois, on voit qu'on va avoir une liste de listes si on fait juste un map. On anticipe, vous êtes tous à l'aise avec flatMap maintenant. Qui, à mon user, associe ses sports. Je divise par 2. Merci l'IDE qui me facilite le travail. Donc maintenant, j'ai bien, enfin peut-être que vous ne me croyez pas, j'ai bien une liste de sports. Le problème, c'est que là, j'ai les doublons. Donc, quatrième phrase de mon explication à voix haute, j'enlève les doublons. Ça s'appelle une liste distincte. Et dernière étape de mon algorithme, j'ai besoin de les ordonner par ordre alphabétique. Sort by. Et là, on voit que sort by peut prendre une fonction qui prend un sport et qui me retourne un truc qui est ordonnable. Donc, je vais lui dire qu'il y a sport associé, par exemple, sport.getName. Je trouve que les strings, on sait ordonner des strings en Java depuis longtemps. Mais merci. Et en fait, j'ai fini la migration. Hop, je peux péter tout ça, c'est plus intéressant. J'avais 5 phrases, j'ai 5 lignes de code qui expriment bien chaque étape à voix haute. Ok, je pense que j'ai à peu près divisé par 2 le nombre de lignes de code, mais surtout, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus humain comme code. Alors évidemment, au début, quand on ne connaît pas les flat maps, on se dit non. Mais en fait, c'est juste un pli à apprendre, ok? C'est juste un nouvel outil à apprendre. La première fois que vous avez fait de la prog objet, je pense pas que tout était trivial de chez trivial. C'est pareil, il faut juste accepter d'apprendre un nouvel outil. Par contre, une fois qu'on a un peu l'habitude, c'est vraiment beaucoup plus agréable d'avoir ce genre de code plutôt que celui que j'avais avant. Là, c'est la petite subtilité. Il me reste une classe à migrer puisque je peuple des données au démarrage dans un code plus ou moins propre, ici. Donc, il faut aussi que je migre ça en Vaveur maintenant. Hop, ça c'est la partie... Ah, pardon. Voilà. Donc maintenant, j'utilise des listes Vaveur et plus des listes Java partout. Je nettoie mes imports. Donc je veux bien une liste Vaveur dans ma classe. Et là, on voit encore une fois toujours le même pattern. Je vous ai dit finalement en prog objet, c'est quand même souvent les mêmes patterns, les mêmes idées, les mêmes intentions. On voit qu'on crée une liste vide, qu'on itère sur une autre liste, que pour chaque élément de la liste, on vient muter la deuxième liste en faisant en général une transformation. Ça doit commencer à arriver assez rapidement. Finalement, on a envie de faire un map. Et la transformation ici, c'est choper le login de chaque user. Allez, maintenant je vous le fais directement déjà divisé par 2. On a dit que c'était getLogin. Voilà. Une ligne au lieu de 3, et puis on représente plus l'intention. Là, normalement, si je me suis pas gouré, j'ai tout migré. Donc maintenant, je vais relancer mon serveur pour vérifier que j'ai pas tanké des trucs. Ce serait quand même cool si en plus ça marchait. Et on va dire qu'il a fini. Donc je recharge. Je retourne sur ma première API, le find all. Je shoot. Si vous avez bonne mémoire, c'est exactement le même résultat. Donc là, c'est quand même assez intéressant parce que j'ai pas d'impact sur mon API et j'ai pas modifié ma base de données. Donc j'ai juste changé la couche intermédiaire, mais c'est invisible pour le reste du monde. Donc mes utilisateurs n'ont pas vu de différence. Et là, ma deuxième API, si vous vous souvenez, si je mets user1, ça me fait ça. Voilà. C'est toujours les mêmes résultats si vous n'avez pas confiance. Et si je mets n'importe quoi, ça me retourne toujours ma liste vide. Donc
Voilà, pas de migration côté utilisateur ou mes copains, les collègues d'à côté ou autre. C'est plutôt sympa. Il reste quoi, 10 minutes? Ouais. Allez, on tente. Je vous propose maintenant de tenter un tout petit peu de... Non, je ne vais pas vous dire ce qu'on va tenter. Plutôt pourquoi on va le tenter. Donc là, vous avez vu mon API, quand je mets un login bidon, je retourne un code 200 et une liste vide. Si vous êtes des nazis comme certains de mes collègues du REST, etc., vous allez me dire que c'est une insulte au grand Dieu, et qu'à la place, on devrait peut-être plutôt retourner, par exemple, un code 404 pour dire non, ce endpoint n'existe pas. Bah, je vous propose de le faire. Donc en fait, c'est par là que ça va se passer, ça on s'en doute à peu près. D'abord, je vais devoir commencer à jouer avec les codes de HTTP de retour. Donc en Spring, c'est ce qu'on appelle les response entities, c'est le wrapper pour jouer avec tout ça. Et ça ressemble à ça. Donc là, je peux lui dire par exemple not found. Hop. Donc c'est du code qui ressemble à ça pour jouer avec les codes HTTP. Évidemment, j'ai pas envie de retourner 404 tout le temps, j'ai juste envie de le retourner quand l'utilisateur qu'on m'a donné en entrée était bidon. Donc la première étape, elle n'a pas changé. Finalement, c'est toujours mon find by login. Ça me retourne une option, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais appeler ça maybe user pour l'instant. Donc ce maybe user, ce truc qui est soit un utilisateur, soit pas, en fait, j'ai deux scénarios. Si jamais c'est rien, si jamais c'est vide, 404, et dans le cas où c'est pas vide, je refais tout le processing que j'avais avant. Donc finalement, c'est bien selon la forme de cet objet maybeUser que j'ai envie de faire deux processing différents. Peut-être que vous me voyez venir. En fait, on peut faire du pattern matching sur cet objet. Donc là, je vais matcher sur ce maybeUser, et je vais dire mon premier cas de figure, je commence par le cas d'erreur. Premier cas de figure, si cette option est vide, autrement dit, si c'est un none, alors j'ai envie de retourner ce new response entity not found. Deuxième cas de figure, du coup, je peux péter ça. Et deuxième cas de figure, c'est un sum, donc ça contient quelque chose. Peu importe l'utilisateur, j'ai pas de restriction particulière sur ces attributs. Donc je mets $, parenthèse, pour dire peu importe le user. Et là, dans ce cas-là, j'ai envie de refaire tout le processing que j'avais plus bas. Alors, il y a juste la première étape qui va changer. Puisque avant, j'avais dû convertir en liste. Maintenant, je peux directement extraire. Le pattern matching, il y a deux trucs qui sont cool. Le premier, c'est qu'on définit différents cas, et selon le cas, on passe dans différentes branches. Et le deuxième truc, c'est qu'au passage, dans les patterns qu'on définit, on peut mettre, un peu comme dans des regex, où on peut capturer certains éléments, on peut capturer des éléments ou des sous-éléments ou des sous-sous-éléments ou attributs pour les réutiliser directement dans la suite du scénario. Donc là, par exemple, il a directement extrait le user qui est à l'intérieur de mon option. J'ai pas besoin de faire option.get ou toList ou etc. Donc là, je peux directement faire user.getFriends. Et ensuite, pour le reste du code, ça va être sensiblement la même chose. Et vu que je suis une grosse feignasse, je vais le coller comme ça. Évidemment, ça me retourne juste une liste de sports. Donc, il faut que je convertisse ça en un response entity. J'utilise transform qui prend des sports et qui me retourne le même... allez, je le fais à la main. New response entity, sauf que cette fois, je vais passer la liste de sports en premier paramètre, et en deuxième, je vais passer le code HTTP de retour. Donc là, ici, OK. Et voilà. Et je me suis peut-être gouré dans les parenthèses. Pourquoi il n'y avait pas content? Ah, parce qu'avec un return, ça marche mieux en Java. Voilà, j'ai fini la migration. Je vais faire mon fameux test de régression, de non-régression manuelle. Test de régression, c'est très chiant. Donc, si je shoot user 1, on va quand même vérifier que dans le cas où tout se passe bien, j'ai pas tout dégommé. C'est toujours pareil. Et dans le cas où je mets n'importe quoi, maintenant j'ai bien un code 404, une erreur, blablabla. Bon, ça, sur l'effet démo, ça a été plutôt pas mal. J'ai envie de terminer avec cette question, peut-être que c'est de la provoque pour certains, je sais pas. Moi, finalement, c'est une question dont j'ai discuté avec pas mal de personnes, des collègues, des amis et autres, sur, finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de développeurs Java dans le monde, genre moi, et moi, maintenant, je suis plutôt convaincu que la prog fonctionnelle, c'est un pas en avant, c'est un outil, en tout cas, que moi, je préfère utiliser, et je trouve que mon code est plus agréable à lire, à écrire, je prends plus de plaisir à coder avec ça.
Et du coup, je dis pas que tout le monde devrait faire de la prog fonctionnelle, mais je pense que tout le monde devrait essayer, parce que même si on n'aime pas, il y a quand même des tas de trucs super intéressants à en retirer pour retourner faire de la prog objet. Et du coup, la question, c'est comment je fais faire à des devs, par exemple Java, de la prog fonctionnelle. J'ai vu pas mal de gens faire d'abord, je vais leur faire passer sur Scala qui permet de faire soit de l'objet, soit du fonctionnel, multiparadigme. Et ensuite, je vais leur faire faire du fonctionnel en Scala parce que c'est plus facile qu'en Java, ça on va pas se mentir. Vaveur, c'est juste ramener tout ce qui est collection Scala en Java. Le problème de cette approche, et d'ailleurs j'ai vu plusieurs fois cette approche ratée, c'est qu'il faut d'abord apprendre un langage. Donc on n'a pas de valeur ajoutée, par contre on a une grosse punition, parce qu'apprendre un langage, c'est apprendre aussi l'écosystème, donc c'est quand même lourd, ça prend du temps. Et après, je vais attaquer la phase où je vais commencer à avoir des bénéfices. Moi, du coup, ce que j'ai essayé et qui s'est bien passé, c'est commencer par apprendre Vaveur, parce que en fait, Vaveur, c'est juste une librairie. Donc, j'ai pas à réapprendre le langage, l'usine, enfin, toute mon usine de build, l'écosystème, c'est tout pareil. Donc, c'est très facile à apprendre. Et en plus, on peut le faire par étapes. Moi, par exemple, ce que j'ai fait dans plusieurs équipes, c'est de commencer par leur apprendre juste les collections immutables. Je leur ai dit, et si on faisait que de l'immutabilité, vous allez voir, c'est quand même vachement plus simple. On a essayé, et au final, tout le monde a été convaincu que c'était vachement plus simple. Après, une fois qu'on avait de l'immutabilité, on a commencé à jouer un peu avec ces fameux maps, où à chaque fois, je leur ai dit, bah regarde, là, finalement, c'est une boucle for, mais tu fais juste une transformation, tu peux le réécrire en map. Et on a commencé à faire des maps, et puis des flat maps, ça vient petit à petit. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à dire, mais regarde, finalement, là, tes différents scénarios, c'est selon la forme de ton objet, selon ses attributs. Finalement, on peut le réécrire en pattern matching. Donc ça s'est fait en douceur, ça s'est fait petit à petit, au fur et à mesure des code review, au fur et à mesure du pair programming. Et il y avait vraiment cette sensation de progression tout de suite. Et en plus, ce qui est cool, c'est que ça marche aussi bien sur des nouveaux projets que sur des projets existants. Moi, sur un de mes projets, on faisait du Java traditionnel, même si c'était en Java, c'était du traditionnel, on comprenait pas vraiment la prog fonctionnelle. Et en fait, on a migré petit à petit avec les étapes que je viens de vous dire. Et enfin, une fois soit qu'on atteint les limites, soit qu'on se dit vas-y, maintenant je suis à l'aise, je veux pas avoir besoin d'une librairie pour faire des trucs qui devraient être de toute façon de base dans un langage. Maintenant, je veux passer la seconde. Là, je pense que ça devient vraiment intéressant de changer de langage. Parce que, on va pas se mentir, Vaveur apporte du fonctionnel, mais il y aura jamais toutes les fonctionnalités de Scala, Haskell ou je ne sais quel langage. Mais l'avantage, c'est qu'on a déjà vu les bénéfices et on a déjà l'état d'esprit plus fonctionnel à base de transformations, de trucs immutables. Et là, du coup, ça devient beaucoup plus facile et agréable, et on prend plus de plaisir à switcher de langage et d'écosystème. Donc on commence par le bénéfice, et ensuite la punition ou la partie pas facile, plutôt que d'abord la grosse punition pour à la fin espérer qu'on a des bénéfices, si on a tenu jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'être là malgré le foot. Et si vous avez des questions, bah, allez-y. Et c'est la fin de journée et tout le monde est naze. Ouais. Ouais, la différence entre Vaveur et RX Java, j'imagine. Effectivement, il y a des trucs qui ressemblent beaucoup, notamment ces maps, cette syntaxe en pipeline comme ça. En fait, à un moment, j'ai fait un peu de RX. Il y a une partie qui ressemble, effectivement, toute cette partie flux de données. Par contre, c'est quand même pas la même chose. RX Java est vraiment là pour faire de la programmation réactive, à base d'observables, etc. Là où Vaveur, c'est vraiment juste réécrire en plus fonctionnel. Donc les collections immutables, c'est en général une première étape en prog fonctionnel. Mais c'est vraiment plus là pour travailler avec les patterns et l'état d'esprit fonctionnel. Donc il y a des parties qui ressemblent, mais c'est quand même pas la même finalité. Ça répond à la question. D'autres questions? Ouais. Ouais, c'est en général la première inquiétude, c'était ma première inquiétude quand j'ai découvert Vaveur. Oui, il y a un impact, clairement. Récemment, j'ai fait quelques petits tirs de perf pour rigoler. Par rapport à du Java classique mutable, je perdais sur du code qui faisait que instancier et réinstancier une deuxième et une troisième fois, je perdais 10 ou 20%. Sur du code métier où en vrai on fait pas que ça, du coup c'est quelques pourcents quand même, hein, je vais pas mentir.
Par contre, en vrai, on n'a jamais ressenti de pénalité ou de perte significative. Et par contre, juste pour jouer, j'ai essayé aussi de comparer avec du Java 7 ou Java 8 immutable, mais classique à base des unmodifiable lists. Et là, par contre, Waver est 2 fois plus rapide que les unmodifiable lists. Parce qu'en fait, sous le capot, il réinstancie pas complètement le truc. J'ai oublié le nom, mais en gros, il garde des pointeurs sur les éléments et il garde un peu que le delta. Donc, en fait, il y a quand même de l'optime sous le capot pour qu'il y ait très peu de calculs supplémentaires à faire. Ça, c'est bon, ça répond? D'autres questions ou fin de la journée bientôt? Plus qu'une keynote et on peut aller tous tester cette fameuse bière. Merci à tous.